Bonjour à tous. En juin dernier, j'ai eu l'occasion de créer un sujet autour des rapports entre l'art et la mode. C'est l'occasion d'initier une histoire de la mode en relation avec un approfondissement de l'histoire de l'art. Nous partirons de la fin de la Renaissance et remonterons jusqu'aux années 1980. Voilà, avec un point de vue toujours approfondi et une petite pointe critique. À bientôt. L'art et la mode se nourrissent l'un l'autre dans les sphères du pouvoir. En 1540, la beauté d'un tableau de Bronzino, par exemple, doit beaucoup à celle de la robe. L'éclat, la lumière qui vibre sur l'étoffe, c'est l'époque maniériste héritière de la Renaissance. Le goût et la culture d'élite sont signalés par le livre sur lequel Lucrèce Panciatici pose ses doigts délicats. Elle est l'épouse d'un banquier poète et homme politique florentin. La mode et l'art concourent ensemble à la dignité aristocratique de la personne. Bronzino a peint aussi Éléonore de Tolède, épouse du grand-duc de Toscane comme Ier de Médicis. Elle représente le pouvoir sous ses meilleurs atours. Le collier de perles souligne son visage et ses bras présentent l'enfant. La somptueuse robe de brocart fait d'elle un précieux écrin de continuité familiale. Les motifs de grenade en fil de soie et d'or sont un symbole de maternité. Mais ce beau vêtement servait aussi d'étendard, publicitaire en quelque sorte, à l'industrie de la soie que le duc de Florence cherchait à relancer. La confection de hautes parures est et restera un art de cour. La sixième épouse d'Henri VIII d'Angleterre, Catherine Parr, porte vers 1545 une robe bordée de fourrure. Sa structure est nettement géométrique. La blancheur de la peau couronne la silhouette en pyramide. Le buste s'épointe en V vers la taille, cintré, d'autant que la robe est élargie sur les hanches grâce à une structure en panier de verges de bois sous la robe, le vertugadin, du mot espagnol verdugo. À la croisée du V du buste et du cône de la jupe, ouverte sur l'étoffe rouge, le ventre féminin est bel et bien le centre précieux du vêtement et de l'image. Le vertugadin agrandissait la stature, déployait de magnifiques tissus, soulignait le giron et maintenait à distance. On le retrouve au nord de l'Italie, sur cette dame en robe rouge, peinte par Giambattista Moroni en 1560. Les manches ajourées de volant soulignent l'intériorité. La mode des robes à vertugadin était un signe de reconnaissance aristocratique internationale. Ce n'est donc pas un hasard si Moroni a peint un couturier ou peut-être plutôt un marchand de tissus. Il découpe l'étoffe qui, produite, taillée, confectionnée, est portée comme une valeur monde. Ce tailleur italien, avec la fraise qui apparaît au cou et au poignet, est vêtu à la mode espagnole. C'est elle qui domine de son style élégant et austère dans l'Europe des années 1560 aux années 1620. Moroni venait de Lombardie et c'est une femme peintre de la même région, une des premières femmes peintres reconnues, Sophonisba Anguissola, qui a fait le portrait en 1565 de la royale représentante de ce style. Isabelle de Valois, comme disent les Espagnols, Élisabeth de son vrai nom. C'est la fille de Henri II de France et Catherine de Médicis. Elle porte la saya, robe noire à vertugadin, avec une ceinture de pierres précieuses. Luxe et austérité de la puissante Espagne, dont la reine issue de France est le remarquable mannequin. La mode a aussi une dimension politique. Sophonisba Anguissola n'avait pas le titre de peintre de la reine, mais celui supérieur de dame de compagnie. L'art de peindre n'est qu'un noble loisir qui valorise le statut aristocratique. De ce point de vue,
aristocratique, c'est dans la vie de la cour que l'art humain est accompli. Cet autre portrait par Sophonisba montre la même mode déclinée en rouge sur la jeune Léonore de Médicis. Mais saviez-vous que Sophonisba et Élisabeth de Valois sont venus à Bayonne en 1565? L'art et la mode à la frontière, l'histoire tout près de chez nous. Elle venait retrouver Catherine de Médicis, sa mère, et ses frères, dont le nouveau roi Charles IX. Un dessin d'Antoine Caron raconte les jeux d'eau produits à cette occasion sur l'île de Laonce. La pêche à la baleine, érigée en spectacle mythologique, réjouissait la noblesse, à la mode, au premier plan. Gouvernant à Bayonne, la famille de Gramont les reçut à Bidache au château. On a alors pensé que ce tableau retrouvé dans une chambre pouvait être de la main de Sophonisba Anguissola. Mais apparemment ce n'est pas le cas, il est de la main d'un autre peintre de la cour d'Espagne, Pantoja de la Cruz. L'important, c'est de saisir que par cette mode, une dame d'ici, Diane d'Andoin, était apparentée à la grandeur de la maison impériale d'Espagne. Charles IX, le frère d'Élisabeth de Valois, est aussi vêtu à l'espagnol. Et on retrouve toute l'élégante sévérité dans ses portraits du roi Philippe II et de sa seconde épouse, Anne d'Autriche, peints par Sophonisba Anguissola, après que sa maîtresse Isabelle de Valois fut morte en couches. Lorsqu'Henri III succède en France à son frère Charles IX, le bal des élégances bat son plein. Robe de soie, vertugadin, manches bouffantes, immenses collerettes aux encolures échancrées jusqu'à la taille. On est en 1581, Henri III aimait la mode plus que la guerre et la chasse. Il y a du chic et du précieux dans cette dame peinte en 1590 par Lavinia Fontana, une autre femme peintre. Les broderies d'or, la fine dentelle du col, la coiffe fleurie font qu'elle est parée des beautés de la nature. On retrouve ce style dans une forme officielle après 1600, avec Marie de Médicis, épouse d'Henri IV, peinte par Franz Pourbus. Et nous revenons en Espagne après 1630, avec le style aristocratique sévère espagnol, basque plutôt, puisque Doña Antonia de Iperañeta était originaire d'Urechu, en Guipúzcoa. C'est le style classique du siècle d'or espagnol, c'est un tableau de Velázquez. Vers 1630, Zurbarán peint les saintes Isabelle et Cacilde de Portugal avec de somptueuses étoffes plissées. Une sorte de traîne relevée s'ajoute à la jupe, accrochée dans le dos comme une cape. La dame à l'éventail de Velázquez allie un décolleté à la française à la piété de tissus noirs et bruns, souligné par le geste pudique du gant blanc et par un ruban bleu sous le rosaire d'or. La couture est à ce point présente dans la vie que Velázquez a choisi de peindre ce moment décisif où l'aiguille s'enfile. Dans ses fileuses, en 1657, il relie l'ouvrière qui tient la matière première au mannequin, à l'actrice qui porte le costume sur la scène dans la lumière. Eh bien, le vertugadin le plus célèbre, c'est bien sûr celui de l'infante Marguerite Thérèse dans les Ménignes, que Velázquez a saisi dans son atelier du palais de l'Alcazar. Ce qu'il tisse, en matière de haute peinture, c'est le visible dans l'invisible, l'autre côté du miroir. Mais au XVIIIe siècle, la domination espagnole dans la mode a cédé la place à l'influence française. On le voit chez Goya, les majas ont abandonné le vertugadin. Les robes plus légères raccourcissent, laissent voir la chaussure et son décor. À gauche, celle de Tadea Arias de Enríquez, en tulle et dentelle, emprunte à la mode française. La ceinture en tissu attachée dans le dos par un nœud évoque, comme la coiffure, Marie-Antoinette. À droite, la marquise de Pontejos
est vêtue en bergère avec une ceinture rose et un chapeau dans le goût français. Par-dessus le jupon où se devinent les jambes, la robe est à l'anglaise, c'est-à-dire retroussée. Le modèle le plus connu de cette mode blanche, rouge et noire est la duchesse d'Albe. Il paraît qu'un jour elle demanda à Goya de la maquiller et ce fut, dit-il, un plaisir plus grand que de peindre une toile. C'est dire que la robe n'est qu'un écrin pour la beauté vivante des personnes. 2 ans plus tard, en deuil de son mari, en 1797, Goya la peinte avec une mantille noire. Leur relation amoureuse se dévoile apparemment. Mais si on connaît le nom de la faiseuse de mode à la cour de Marie-Antoinette, Rose Bertin, on ignore celui des modistes à la cour d'Espagne. Il faudra attendre 100 ans pour que naisse dans le petit port de pêche de Guetaria, tout près de Saint-Sébastien, Donostia, en Guipúzcoa, Cristobal, Balenciaga et Izaguirre. Son père, marin-pêcheur, modeste maire du village, est mort jeune. Il laisse Martina et Izaguirre toutes seules avec 3 enfants. Elle est couturière. Cristobal reçoit d'elle très tôt l'apprentissage et le talent. L'aristocratie est tout près. Voyez le roi faire son entrée à Donosti en 1910. À Guetaria, la marquise de Casa Torres sollicite Martina e Izaguirre et remarque son jeune fils de 12 ans. C'est la Casa Bellevue, à l'entrée du village, à laquelle aujourd'hui est adossé le musée Balenciaga. Voici la marquise. Cristobal est doué et va apprendre dans les meilleures boutiques de San Sébastien. Il ouvre sa première maison en 1917, Calle Vergara, et en 1919, Avenida de la Libertad avec des couturières du pays. Mais avec la guerre civile, les affaires périclitent. Quand le gouvernement franquiste s'installe à Donosti, Balenciaga, aidé par 2 mécènes, dont son ami, Blasio d'Attainville, part s'établir à Paris, au 10, avenue Georges V. Sa collection de 1937 est un succès, confirmé par celle de 1939. Les coupes, les tissus, la modernisation d'anciennes formes aristocratiques le mettent tout de suite au premier plan. On pense évidemment à leur impact sur le cinéma hollywoodien. Sa mode est riche d'influences culturelles espagnoles. Le premier exemple fut le succès des robes infantes en 1939, dérivées des tableaux de Velázquez. Il a amoindri le vertugadin, simplifié les ornements, tout l'éclat se répand dans le satin.